je m'appelle Bruce, je suis YouTuber et ça fait 2 ans que j'ai lancé une chaîne qui s'appelle YPensei. C'est vraiment la concomitance de plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord que j'ai toujours été un passionné de science. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours été un gros geek, j'ai besoin de comprendre les choses. Et voilà, et donc il y a 2 ans, été 2013, j'étais avec mon petit frère, et puis d'un coup, il me montre des vidéos sur YouTube d'illustres inconnus, pour moi à l'époque, qui s'appellent Veritasium, Vsauce, Smarter Everyday, tout ça. Et je me dis, waouh, c'est génial ce qu'ils font. Et est-ce qu'il y a des gens en français qui font ça? Donc on cherche, on tombe sur Experiment Boy, on tombe sur Dr Nozman, qui font pas tout à fait la même chose. Ils font des expériences, ils font des choses, c'est intéressant, mais c'est pas ça que je recherche. Et au final, on trouve rien. Donc j'ai passé une dizaine de minutes à râler, en disant ouais, fait chier, bien sûr, les Français, on est toujours à la ramasse. Je suis sûr que si je recherche sur le Minitel, je vais en trouver, haha, puis voilà. Puis mon petit frère m'a dit, bah vas-y toi. Et puis j'ai fait, non mais... Et puis voilà. En gros, c'est parti de là. Et ça s'est fait sans réfléchir. Pour ceux qui veulent lancer leur chaîne, ne réfléchissez pas. Allez-y. Est-ce que tu as vu l'exoconférence? Oui. J'ai eu cette chance. Quand est-ce que tu l'as vu? Dans quel contexte? Alors, je l'ai vu... c'est difficile à dire. Le 17 septembre 2014. Non, mais je me rappelle très bien de la date parce que ma chaîne avait 1 an et 1 jour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai vu dans des circonstances assez particulières, c'est que j'avais galéré pour trouver une place, et donc il y a Alexandre Astier qui a proposé de m'inviter. Ce qui fait que, donc déjà, moi j'étais comme un fou, et puis en plus j'ai pu le rencontrer après. Et donc je me suis dit, merde, mais ma chaîne a seulement 1 an, et voilà, je me retrouve là, à regarder ce spectacle, où je me dis, mais en fait, putain, ce spectacle, c'est exactement ce que je voudrais qu'ils pensaient soit. Ceux qui me connaissent le savent, mais bon, je suis un petit peu fan d'Alexandre Astier depuis un certain nombre d'années. Et en fait, ce qui se passe donc à l'issue du spectacle, il y avait un petit cocktail pour les gens qui étaient invités, pour la presse, enfin je sais pas, mais comme c'est classique quoi. Sauf que ce qui n'était pas classique, c'est que j'y étais. Et au bout d'une vingtaine de minutes, il est arrivé, parce que je pense qu'il devait, à mon avis, il avait besoin de prendre une douche, peut-être de se poser 5 minutes. Et il est arrivé, donc évidemment, il a pris quelques photos avec des gens, signé quelques autographes, puis d'un coup, il m'a vu, il m'a fait « Oh, c'est gentil d'être venu !» Et là, j'ai eu ce réflexe débile qui ne marche jamais dans les films, je me suis retourné pour savoir si c'était bien moi qui parlais. Et voilà, donc, et puis après on a discuté ouais, un petit quart d'heure, c'était hyper sympa. Quoi. Mais normal comme ça. Ah, c'est de la merde, mais faut encourager ce genre d'initiative. Non, c'est un spectacle de dingue, quoi. Je veux dire, quand je dis vraiment, c'est tout ce que je souhaite faire avec YPensei. C'est-à-dire, c'est pas des vannes, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de la démarche que j'ai, moi. C'est-à-dire le fait de pouvoir être intéressant, dire des choses qui sont intelligentes, qui sont structurées, parce que c'est Alexandre Astier, on peut en penser ce qu'on veut, mais on ne peut rien retirer à sa capacité de structurer une histoire. Et tout ça sans être chiant, et non seulement sans être chiant, mais en étant drôle quand il faut être drôle, drôle quand on peut être drôle, et pas drôle quand il ne faut pas être drôle. Je veux dire, c'est vraiment, et c'est un spectacle sans temps mort. C'est-à-dire que moi, les personnes avec qui j'en ai discuté, en sortant, le premier truc qu'ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit c'était super, et c'est super intelligent. Mais sans que ce soit prise de tête, quoi. Ça, c'est bien. Non, en lien avec le sujet du spectacle, non, je pense qu'il a fait globalement le tour. Il y a nécessairement plein de questions, on voudrait qu'il passe. C'est un sujet qui est ultra vaste. Il aurait pu parler du triangle des Bermudes, il aurait pu parler de... Je suis en train de spoiler tous les trucs dont il ne parle pas, en fait, c'est horrible. Il aurait pu parler du triangle des Bermudes, il aurait pu parler de Nazca, il aurait pu parler plus de Carl Sagan, de ce qu'il a fait dans toute sa vie. Il y avait un tas de choses dont il pouvait parler, mais d'un autre côté, c'est-à-dire que je sais que moi, ça ne m'aurait pas dérangé que le spectacle dure 7 heures. Mais c'est chaud, 7 heures de spectacle. Déjà, ouais, déjà, je sais pas si le modèle économique de ce truc-là, encore que je pense que ça se monte. Mais non, puis les gens, c'est chiant, puis il faut organiser des tours aux toilettes et tout. Non, c'est compliqué. 7 heures, c'est trop long. J'aimerais bien, mais c'est trop long. Donc voilà. Mais donc à un moment donné, il faut condenser. Je crois qu'il a dit dans une interview que de toute façon, il avait pris suffisamment de notes pour en faire 80 sur le sujet sans qu'il y en ait 2 qui se ressemblent. Ça ne m'étonne pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et pour le coup, là, je lui fais confiance pour avoir fait les choix qu'il fallait faire. Alors, moi, j'ai déjà annoncé que j'allais faire une série d'épisodes sur y a-t-il de la vie dans l'univers? Sommes-nous seuls? En fait, exactement, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Mais étonnamment, ça peut être contre-intuitif, ce que je veux dire, mais ça ne va pas tellement parler des extraterrestres. En fait, je vais surtout poser une question qui m'intéresse, parce que c'est une question qu'on ne se pose jamais quand on pose cette question-là, qui est de dire, ok, mais qu'est-ce qu'on cherche exactement?
Parce que moi, je sais qu'il y a quelques, alors c'est pas des religions vraiment, il y a quelques philosophies ou même des religions. Je crois que chez les bouddhistes, même un caillou, c'est de la vie potentiellement. Bon, bah donc pour les bouddhistes, il y a de la vie partout dans l'univers, parce que des cailloux, on en trouve absolument partout. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche des humanoïdes? Ouais, donc ça, c'est pas dit qu'il y en ait un peu partout dans l'univers. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? C'est ça. Donc moi, du coup, je vais faire des épisodes sur c'est quoi la vie. Donc principalement, ça va être de la biochimie. Avec derrière, mécaniquement, ça va rester sur une question ouverte, puisque pour l'instant, c'est une question ouverte. Ceux qui disent oui, la vie existe, et ceux qui disent non, la vie n'existe pas, pour moi, aujourd'hui, ça a autant de sens que ceux qui disent oui, Dieu existe, ou non, Dieu n'existe pas. Voilà. Quand on a peur des complotistes ou des théories alternatives, tout ça sur Internet, on ne fait pas de vidéos sur YouTube, on plante des navets. Voilà, ça c'était une obligation légale, il faut, voilà, toujours. Non, il faut absolument pas peur. Il n'est pas interdit de penser que certaines vidéos, je bloquerai les commentaires assez vite. C'est-à-dire que moi, quand je sors une vidéo, en général, j'essaie de suivre les commentaires au maximum, et au bout d'un moment, j'ai pas le temps, parce que j'ai une nouvelle vidéo qui sort, puis une nouvelle, et ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais fait un épisode sur Fritz Haber, où dans cet épisode, on parlait pas mal des nazis, de la Seconde Guerre mondiale et des chambres à gaz, et ça, je sais qu'au bout de quelques jours, j'ai bloqué les commentaires, parce que si j'étais pas derrière pour surveiller, ça allait partir dans tous les sens. Donc voilà, quand je vais commencer à dire que, j'en sais rien, moi, que les pyramides ont été construites par les Égyptiens, ouais, je vais être attentif à ce qui se passe derrière. Je ne sais pas si je serai amené à parler de ce sujet-là en particulier, mais mécaniquement sur ces sujets, je sais que chaque fois que je dis au détour d'un épisode que telle chose, c'est comme quand on a marché sur la Lune, j'ai toujours des commentaires « Ah, est-ce que tu crois encore qu'il y a des gens qui ont marché sur la Lune ?» Non, mais je sais très bien qu'on n'a pas marché sur la Lune. Tout ça, c'est faux. C'était dans les studios, c'était Stanley Kubrick qui a filmé tout ça. Je le sais. Je le sais parce que je l'ai vu sur Internet. À l'époque où, on va dire, j'étais vierge de toute idée préconçue ou pas sur le sujet, je m'intéressais à tout ce qui pouvait de près ou de loin toucher la question. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, je croirais que les pyramides ont été créées il y a 80 000 ans par des extraterrestres. Enfin, j'en sais rien. On trouve tellement de conneries sur Internet, c'est affligeant. Mais donc oui, c'est-à-dire que moi, c'est pas pour rien que moi, dans mon top 5 de mes films préférés, il va y avoir Rencontre du troisième type, il va y avoir Contact, il va y avoir évidemment 2001. C'est-à-dire que c'est une question qui m'intéresse parce que ça pose nécessairement la question de notre place dans l'univers, mais sans la poser en même temps parce que ça n'y change rien, en vrai. Mais c'est vrai que on aimerait bien savoir quand même. Après, même si au final ça change peut-être pas grand-chose, le fait de savoir ou pas, je veux dire, ouais, ce serait bien. Donc oui, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps, mais je suis passé par toutes les étapes. J'ai fait le triangle des Bermudes, Atlantide, les anciens astronautes, les pistes de Nazca. Enfin, je suis passé par toutes ces étapes-là. Je les ai réfutées les unes après les autres, sans pour autant avoir des réponses. Hein. Je veux dire, Nazca, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Voilà, mais de là à imaginer qu'en fait c'était une piste d'atterrissage pour des ovnis, non. Ceci dit, j'ai vu une fois un nuage lenticulaire, mais que j'ai pu identifier comme étant un nuage lenticulaire, et en le voyant, je me suis dit, ah vache, c'est vrai que quand même, si on ne sait pas, c'est vrai que ça ressemble vachement à ce qu'on a pu voir dans V. Ou dans Independence Day, avant qu'ils sortent des nuages. Je veux dire, on a un beau M&M's, mais dans le ciel, quoi. C'est assez étonnant. Mais sinon, non, j'ai jamais directement vu de mes yeux vus. Je pense que la vie existe ailleurs. Précisément, je n'ai aucune espèce de raison de penser que la vie n'existe pas ailleurs. Je pense que la vie n'existe pas partout. Voilà, oui. Mais après, il n'est pas interdit de penser. Je sais que j'avais lu une nouvelle, je crois que c'était dans une nouvelle d'Arthur Clarke, je ne sais plus laquelle, où il imaginait même une forme de vie gazeuse sous la surface du Soleil. Et pourquoi pas? Alors, effectivement, ça ne ressemblerait pas à nous. Voilà. Mais personne n'a dit que ça devait ressembler à nous. Et je vais même dire mieux, personne ne dit que si on trouve ailleurs dans la galaxie un soleil qui a vraiment les mêmes caractéristiques que le nôtre, et qui a 9 planètes exactement, dont une naine, avec vraiment les mêmes écarts entre chaque planète, c'est tout pareil, et qui a en troisième position une planète, c'est exactement la Terre, avec de l'eau, avec de l'oxygène, tout ça, personne ne dit que sur cette planète on trouvera une vie qui ressemble à la nôtre. Il n'y a aucune raison de le penser. C'est-à-dire notre propre existence est le résultat de tellement
de hasard et de conjonction de choses qu'il est vraisemblablement... À la limite, je pense qu'il est plus vraisemblable d'imaginer qu'il n'y a pas de vie ailleurs que d'imaginer qu'il y a une vie comme la nôtre. Voilà. Après, je dis ça un peu vite, comme ça, il faudrait peut-être y réfléchir un peu, mais voilà. Si de mon vivant, la science devait apporter la preuve de la vie ailleurs que sur Terre, selon moi, ce serait de deux choses l'une. Soit on recevrait un signal soit qu'on serait capable de comprendre, soit qu'on ne pourrait interpréter que comme étant un signal artificiel, auquel cas on dirait, ouais, bah c'est bon, on a trouvé à 83 années-lumière de chez nous, il y a visiblement quelque chose qui nous envoie un signal, mais genre à la contact, il nous envoie des nombres premiers, donc c'est pas le hasard. Soit on trouvera une algue microscopique sous la surface dans Slade ou d'Europe ou un truc comme ça. Est-ce que ce sera de mon vivant? Je pense quand même que pour ce cas-là, il faudra quand même que je vive très vieux. Parce que je dirais, faut les creuser quand même les 100 km de glace avant d'arriver. Et ça, je parle de trouver un organisme vivant. Après, on pourra peut-être trouver un organisme congelé ou un truc comme ça. Mais un organisme vivant, ouais, je pense que c'est faisable. Après, je pense que le jour où ça arrivera, ça fera la une des journaux pendant à peu près 24 heures. On s'adapte, on sait s'adapter à beaucoup de choses. Je pense que ça changera rien du tout. Sauf à ce que les mecs, ouais, sauf à ce que les mecs débaroulent vraiment dans Paris ou dans New York, commencent à discuter et dire tenez, on vous amène un truc pour nettoyer l'atmosphère, ou bien tenez, on vous explique comment traverser la galaxie en 3 mois. Là, auquel cas, effectivement, oui, ça changera des trucs. S'ils se pointent en disant, bah, vous savez, en fait, la fusion froide, c'est super facile. Il suffit d'inverser la polarité du truc, et puis vous êtes parti. Là, ça changera. Si on capte un signal où on se rend compte qu'effectivement, à 150 années-lumière de chez nous, il y a eu une émission qui était peut-être, je sais pas moi, peu importe, il y a eu une émission qui était nécessairement artificielle, je pense que la plupart des gens qui en entendront parler, tout le monde n'en entendra déjà pas parler, mais ceux qui en entendront parler auront un... Et il y a des gens dont ça va changer la vie. Voilà. Est-ce que tu en fais partie? Ah, moi oui, moi ça changera la vie complètement. Oui, oui. Mais d'un autre côté, c'est triste, mais ça changera ma vie pendant une semaine. Et puis après, mon quotidien ne changera pas. Parce que rien ne changera. C'est-à-dire que je vais pas être comme un ahuri pendant 2 ans et dire vous vous rendez compte? Tout le monde s'en fout, c'est une algue. Mais non. Si, c'est une algue. Oui, mais bon. Non, au final, ça ne changera rien à notre quotidien. Si ça n'apporte pas immédiatement un impact fort, comme par exemple quand les extraterrestres nous ont apporté le velcro, parce que ça, on oublie de le dire, mais ce sont les extraterrestres de Roswell qui nous ont apporté le velcro. Donc, je veux dire, sinon, ça n'apportera rien. J'adore ces théories, c'est tellement con à chaque fois. C'est-à-dire que les mecs, ils ont traversé des distances folles. Écoutez, alors voilà, si vous mettez en fait comme ça, vous faites... C'est bien ou pas? Hein? Ça valait le coup? Allez, on s'en va. Merci. Alors, si on devait refaire une plaque, déjà, bon, ouais, enfin, faudrait qu'elle soit plus lisible. Mais si vraiment elle devait refléter, moi, on parle souvent de la plaque de Pionnier, on oublie tout ce qui est parti avec Voyager, tout ça. Et je pense qu'il faudrait envoyer vraiment de la culture, vraiment de ce qui représente l'humanité aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait envoyer Gangnam Style. Parce que c'est plus universel que quand il pète et trouve son slip. Voilà. Ah, maintenant, plus sérieusement, c'est difficile à dire parce qu'il y a des choses enfin, là, pour le coup, je vais pas commencer à me mettre à réciter le spectacle, mais il y a des choses qui ont du sens pour nous, qui n'auraient peut-être pas de sens pour les autres, et puis il y a des choses qui déjà n'ont pas de sens pour nous. C'est-à-dire déjà, quand on les regarde, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc d'aller imaginer que ça ait du sens, c'est-à-dire la plaque Pionnier, on l'a faite, elle est gravée, bon, elle est gravée dans un métal, voilà, qui ne va pas bouger, ça va rester la même chose pendant des milliers d'années, et ça va peut-être arriver à une forme de vie qui n'a pas Dieu. Voilà. Ils vont peut-être se prendre une plaque en travers de la gueule sans savoir d'où c'est venu et sans rien comprendre. Et ils vont essayer de l'écouter, mais il n'y a pas un son qui va en sortir. Donc je veux dire, c'est difficile à dire. Je pense que, là pour le coup, je pense que c'est plus un symbole. C'est comme le fait d'avoir envoyé les cendres de Clyde Tombaugh à côté de Pluton. Enfin, ça ne sert à rien, ça ne fait rien. Voilà. C'est sûr que ces enfants vont avoir du mal à aller se recueillir devant sa tombe. Mais voilà, bon, bah, on a envoyé un homme, on a envoyé les cendres d'un homme super loin. C'est l'homme le plus loin de la Terre. Voilà. Super, c'est au final censé être un symbole. Moi, ce que je vois, c'est le mec le plus isolé de l'humanité.
Ça peut être beau, ça peut être triste, ça dépend.